Voilà, on y revient, on y revient, on y revient. Donc on est là. J'espère que vous allez... Bon, j'espère que maintenant le son est un peu meilleur. Alors on va regarder, on va regarder, on va regarder. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, désolé, nous sommes repartis. Donc ici, nous avons un son différent, non? Voilà, on y revient, on y revient, on y revient. Donc on est là. Voilà. Bien le bonsoir à tous. Bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous, notre rendez-vous du mardi à 21h. Donc, je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo à Madrid. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'impuissance érectile, quelque chose qui apparemment fait référence à quelque chose, on va dire, qui est plus masculin que féminin. Mais en fait, comme nous le savons tous, cette impuissance nous touche tous. Nous sommes d'accord. Ok, très bien. Merci Isabelle. Miral, bonsoir. Simona, bonsoir. Cindy. Voilà, on revient. Je vais faire ça. Je vais mettre dans ce sens-là. Donc, quand on parle d'impuissance, donc ce soir, on va parler des causes en fait de l'impuissance érectile chez l'homme, de ces causes bien sûr qui sont principalement, Annie, oui, le son est meilleur, d'accord, qui sont psychiques. Donc, bien évidemment, puisqu'on ne va pas s'intéresser à Marie-Laure, rebonsoir, Brice Fred, bonsoir, Véro, bonsoir, Annie. Donc, on va s'intéresser, puisque les causes organiques, en fait, donc appartiennent à la médecine. Et en plus, on va voir que ce qu'on va nous dire, c'est que, bonsoir Fazia, et ce qu'on va voir, c'est que dans toutes les impuissances, même organiques, donc où on a découvert une cause organise à cette impuissance, une cause organique, il y a une cause psychique. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, on va voir où la cause psychique, en fait, elle est toujours en jeu. Hein? Parce que ce qu'on va nous présenter, c'est que ce développement pour arriver, ce développement sexuel pour qu'il se fasse correctement, je veux dire pour la satisfaction du sujet, ben, il y a un certain processus, donc il y a certaines étapes et certains processus à réaliser, Karima, Elodie. Donc, bien évidemment, quand le processus est long, ce qui se passe, c'est que très souvent, il peut y avoir des embûches sur le chemin. Karine, bonsoir. Donc, pour faire un petit peu d'histoire, on va voir que, ce qui est Vivou, bonsoir, c'est que une information qui est intéressante, qui vient nous dire que la première description concrète d'une impuissance érectile a été décrite pendant la civilisation égyptienne, hein, sur un papyrus, donc qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. D'accord? Et à cette époque-là, il faisait une différence entre une impuissance physique et une impuissance en fait qui était surnaturelle, qui était considérée comme surnaturelle, c'est-à-dire qui était l'action des dieux. Joseph, bonsoir. Elmer, bonsoir. Donc, c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il précisait qu'il y avait ces deux types d'impuissance. Donc, une impuissance érectile naturelle et une autre où, en fait, une impuissance érectile naturelle, c'est-à-dire que la description où il parlait qu'en fait, l'homme était incapable de pénétration pour l'acte sexuel. Non, c'est ça, la définition de l'impuissance. Raja Benamor, bonsoir. Donc, et il va falloir, non, parce qu'il y a eu des médecins qui ont parlé de cette impuissance, de ce manque d'érection chez l'homme, mais il va falloir attendre Léonard de Vinci qui, en 1505, va découvrir, grâce à l'observation d'un pendu, que en fait cette érection va dépendre d'une accumulation de sang dans le pénis. Et c'est Léonard de Vinci qui donc découvre ça. Hein. Donc Louise dit un cancer de la prostate peut être une cause d'impuissance. Donc ça, ce sont des causes organiques.
hein. Donc ici, on va s'occuper. Donc après, il y a la cause psychique, non, de pourquoi le cancer, on va dire. Sylvie, bonsoir. Donc, donc cette impuissance masculine, comme on disait, cette impuissance masculine, cette dysfonction érectile, en fait, c'est l'incapacité de produire ou de maintenir une érection suffisante pour pouvoir réaliser une relation sexuelle accomplie. Relation sexuelle accomplie, c'est l'excitation sexuelle, c'est l'éjaculation et l'orgasme. Véronique, bonsoir. Donc, on va parler d'impuissance quand c'est une situation qui est maintenue. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça tout d'un coup, non, un épisode isolé où il va y avoir un manque d'érection, ça n'est pas considéré comme une impuissance. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répète dans différentes situations. Ce qu'on va voir aussi, c'est que, et qui est très important, c'est que l'impuissance est un symptôme. Ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. D'accord? Donc c'est un symptôme qui est causé par autre chose, bien évidemment. Que l'impuissance est une situation qui est très fréquente chez les hommes, qui touche beaucoup d'hommes, et qu'en général, les hommes, ils ont des difficultés pour admettre leur impuissance, non, dans le sens où ils ne vont pas aller consulter, ils ne vont pas consulter pour une impuissance. Et il y a un calcul approximatif qui a été réalisé qui dit qu'il y a dans le monde 100 millions d'hommes qui sont touchés par l'impuissance, qui souffrent d'impuissance. Que dans ces causes donc d'impuissance, sur ces 100 millions d'hommes, il y a 80% des cas où en fait il n'y a aucune cause organique. 80% des causes de l'impuissance, il n'y a pas de cause organique. C'est-à-dire que ce sont des impuissances psychiques. Et principalement, on va dire principalement chez les jeunes. Donc c'est ça qui va nous intéresser, puisque nous ici, dans cet espace de psychanalyse pour tous, on s'occupe bien évidemment de ce dysfonctionnement de l'appareil génital qui est causé, qui est donc provoqué par des situations du sujet, par des situations. Merci Carlos, Denise, bonsoir, et Chava, bonsoir. Donc, 80% des causes d'impuissance, non, sont psychiques. Donc, on va voir qu'il y a une différence entre cette impuissance psychogène et cette impuissance organique. C'est que dans la psychique, le sujet va conserver cette érection nocturne ou matinale qui est indépendante de l'anticipation à l'acte sexuel. D'accord? Donc on va voir que organiquement, il peut réaliser, non, qu'il a l'érection, mais par contre, qu'il ne peut pas l'avoir dans certaines situations. Parce qu'en fait, tout va dépendre de la situation. Puisque cette fonction sexuelle est soumise à de très diverses perturbations. Donc elle est sensible et facilement perturbée. Donc, et on va voir que en général, cette impuissance, elle est présente, elle expose en fait de simples inhibitions. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont ancrées dans le sujet, sinon que c'est une simple inhibition qui va empêcher cette fonction érectile. Hein. Donc, et que les principaux symptômes de l'inhibition de l'homme sont, premièrement, la déviation de la libido au début du processus. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper que cette libido se mette en marche, non, pour la relation sexuelle, il y a un déplaisir psychique qui va faire que cette libido va s'en aller ailleurs. Et donc, il ne va pas pouvoir être le sujet là où il devrait être, on va dire. Ensuite, on va parler aussi du manque de préparation physique, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une préparation physique indispensable, non, pour que le sujet ait cette capacité, on va dire. Ensuite, on va parler de l'éjaculation précoce, c'est-à-dire que ce qui peut provoquer l'impuissance, c'est l'abréviation de l'acte sexuel. L'abréviation de l'acte sexuel peut, de façon continue, peut provoquer une impuissance.
et ou le manque d'éjaculation aussi, c'est-à-dire l'interruption de l'acte. Je vous en prie, Brice Fred. D'accord. Donc on va voir que, vous vous rappelez, on avait déjà fait référence à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un manque de désir, hein. On ne peut pas penser que l'homme qui se retrouve face, non, à son impuissance, puisque lui, il est aussi d'une certaine façon victime, pas seulement son partenaire, mais que lui aussi, il est victime de son impuissance, et qu'on a tendance à penser que c'est parce qu'il n'y a pas de désir. Mais en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de désir, puisque, comme on l'avait déjà vu, il ne peut pas ne pas y avoir de désir. C'est-à-dire qu'il y a le désir ne manque pas, mais il est ailleurs. Il est ailleurs, il a été dévié et il est ailleurs. Et dans une analyse, ben, c'est le travail, on va dire, qu'on va faire pour savoir où est parti ce désir, cette libido, où est-ce qu'il est parti? Il est parti ailleurs, non, et donc il ne peut pas s'occuper de ce qui correspond au moment. Non, quand on avait vu sur l'infidélité, on disait l'infidélité, c'était plus en relation avec justement avec le sujet qui est impuissant. Pourquoi? Parce que en fait, il n'est pas exactement avec la personne avec qui il est, sinon que sa libido est ailleurs, son désir est ailleurs, mais de façon psychique. Donc il y a plusieurs types, Françoise, bonsoir, il y a plusieurs types d'impuissance. Donc il y a, on va faire un petit peu la description ici des différents types d'impuissance. Il y a l'impuissance l'impuissance perverse, on va l'appeler, d'accord, Sonia? Est-ce que la culpabilité peut dévier cette libido? Le sentiment de culpabilité, oui, le sentiment de culpabilité peut aussi, mais c'est le sentiment, n'oubliez pas, c'est le sentiment de culpabilité inconscient. Donc ce n'est pas quelque chose qui est senti, non, par le sujet. Où peut-il partir, par exemple? En général, dans un autre amour, non? On va voir là, par exemple, non? On va voir dans les différentes situations. Donc on va voir qu'il y a cette impuissance qu'on va appeler perverse. Ensuite, il y a une impuissance qui est en relation avec l'angoisse. Ensuite, il y a une relation hystérique, une impuissance, une impuissance hystérique. Ensuite, il y a une impuissance obsessive, non, de la névrose obsessionnelle. Et ensuite, il y a des impuissances qui correspondent au fait que, en fait, le sujet son fonctionnement érectile fonctionne tout à fait correctement, sauf dans certaines situations. Donc, c'est-à-dire que face à certaines femmes, il n'y arrive pas. Ou au contraire, face à d'autres, non, il n'y a pas de problème d'érection. Donc, on va voir qu'il va y avoir besoin d'une certaine condition, c'est-à-dire que le partenaire va devoir avoir certaines conditions qui vont permettre au sujet de pouvoir disposer, on va dire, de son érection. Et une des conditions spécifiques chez le partenaire, par exemple, c'est la dégradation du partenaire. Alors il y a d'un côté la dégradation du partenaire et de l'autre côté il y a une autre condition qui peut aussi participer, c'est-à-dire que c'est celle qu'on appelle le tiers lésé. C'est-à-dire que le tiers lésé, c'est-à-dire, bon, on va le voir un petit peu plus avant. Et après, il y a aussi l'impuissance de la dépression. C'est-à-dire que le dépressif, non, va avoir des difficultés pour pouvoir jouir de son érection. Donc, on va voir que quand on parle de la perverse, donc de cette impuissance perverse, on peut la mettre en relation, on va dire, avec des conditions spéciales de nature perverse ou fétichiste. D'accord? C'est-à-dire qu'on va demander encore une fois que le partenaire, pour que lui il soit puissant, pour que lui il puisse avoir son érection, on va dire elle doit porter la petite culotte rouge, elle doit porter des talons, elle doit, non, selon chacun, c'est-à-dire elle doit, et donc là il n'y a pas de problème, donc il a son érection, mais il faut que cette condition soit là. Donc on avait vu aussi une fois quand on avait fait référence donc à la perversion,
que pour le pervers, ben, il arrive à se débrouiller, on va dire, face à cette possibilité d'impuissance. Il sait que s'il y a cet élément qui participe dans la rencontre sexuelle, ben, il ne va pas y avoir de problème. Donc ça facilite. C'est pour ça que lui, il arrive à se débrouiller et à se satisfaire de cette façon-là. Il n'y a pas de signal, Jugurtha. Ah, je suis désolée, mais vous pourrez y retourner. La vidéo va, si tout se passe bien, va rester en ligne sur Facebook. Donc pour ne pas souffrir d'impuissance, ben, il va utiliser donc ces éléments qui viennent couvrir. En fait, on va voir que comme on faisait référence au fétichiste, en fait, qui va venir couvrir le fait que la femme, puisqu'en fait, c'est ce qui va le rendre, non, le pervers, ce qui va le rendre impuissant, c'est de découvrir que son partenaire n'a pas de pénis. Et ça va le rendre. Pourquoi? Parce que ben, il se dit si elle n'en a pas, non, moi aussi j'ai la possibilité de le perdre. Donc, pour éviter ça, ben, il n'y a pas d'érection. Et c'est un rendez-vous à 21h. Merci René. Donc, ensuite on va parler aussi d'un autre petit groupe de personnes qui trouvent leur satisfaction sexuelle, donc toujours avec des conditions bien précises, dans la masturbation simultanée, ou qui est accompagnée aussi avec des fantasmes masochistes ou un onanisme masochiste. C'est-à-dire où le masochisme est directement en application réelle ou se reste au stade de fantasme. Et donc, quand le sujet a réussi à associer en fait ce masochisme à l'activité génitale, ben, il peut obtenir l'érection. Il peut obtenir l'érection et l'éjaculation, on va dire, non? C'est-à-dire qu'il peut même réussir à avoir un acte sexuel normal, c'est-à-dire avec un partenaire, non? On va dire normal, on va dire avec pas tout seul, pas d'onanisme, pas de masturbation. Et ensuite, on va voir aussi que chez certains sujets, ben, cette activité masochiste peut être perturbée par l'apparition de représentations obsessives très intenses et intolérables, donc qui annulent toute tentative, non? Donc, par contre, il y a des cas où cet onaniste masochiste, ben, il est très souvent impuissant quand il essaie d'avoir des relations, des rapports avec une femme, non? Donc, il essaye, en général, il n'y arrive pas. Et après, il y a ceux aussi qui vont y parvenir, mais grâce à leur représentation ou dans une situation masochiste, non? Et qu'ils vont donc, un petit peu comme le fétichiste, utiliser cette représentation comme stimulation pour l'érection. Mais elle ne fonctionne pas toujours et qu'en plus elle peut, d'une certaine façon, on ne peut pas en abuser, on va dire, non? Après elle perd son pouvoir. Donc, et on va voir que ça, ce cas de satisfaction, de possibilité d'érection avec le masochisme, c'est en relation, Freud va nous dire, avec ce masochisme féminin, même s'il s'agit d'un homme. Parce que quand on parle de masochisme féminin, c'est parce qu'il se trouve dans des situations qui sont typiquement féminines. Féminines dans le sens de supporter passivement la relation en position féminine. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ces fantasmes sont soutenus par une position passive, mais face au père. Face au père, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'infantile qui continue à vivre dans le sujet et donc qui va l'empêcher bien sûr d'avoir une érection adulte, on va dire, non? Puisqu'il y a encore le petit garçon qui est là pour réclamer encore réclamer d'être face à son père, non? Et en fait, ce fantasme masochisme, c'est un fantasme inconscient, donc il n'est pas toujours conscient de ce que le sujet n'est pas toujours conscient de ce qui lui arrive. Et en fait, ce qu'il fantasme, c'est qu'il est frappé par le père. Et que pour le petit garçon, être frappé par le père, c'est être aimé par lui. Dans le langage masochiste, c'est-à-dire qu'un masochiste, non, c'est pas simplement la douleur, la jouissance dans la douleur, sinon que c'est être frappé, c'est être aimé. D'accord? Donc dans le langage du masochiste.
D'accord. Ça, c'est pour la version, on va dire, cette impuissance perverse. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'éléments qui peuvent venir, non, que plein d'éléments, en fait, et on va dire que dans la majorité des cas, ces éléments psychiques qui qui ne vont pas permettre en fait cette érection, donc qui vont laisser le sujet dans l'impuissance, destinée bonsoir, et ben ce sont des choses qui sont en relation donc avec la sexualité infantile du sujet, la sexualité infantile réprimée, donc dont il n'a pas conscience, non, que c'est quelque chose donc il va souffrir, dont il est victime, non, d'une certaine façon, de sa propre sexualité infantile qui a été mal réprimée. Ensuite, on va parler d'autres types d'impuissance qui sont en relation avec l'angoisse. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a certaines angoisses qui vont être tellement fortes qu'en fait le sujet va euh, euh, renoncer à la fonction, renoncer, non, à l'acte sexuel. Parce que pendant la réalisation, il y a un sentiment d'angoisse qui va être trop, trop évident, on va dire, et qui est intolérable pour le sujet, donc il ne va même pas se retrouver dans cette situation. Elisabeth, bonsoir. L'impuissance n'était pas psychologique, Sikuka, c'est ce dont on est en train de parler comme maintenant, non, que l'impuissance est psychologique. Donc, et cette angoisse, cette angoisse, donc c'est ces impuissances qui sont des renoncements à la fonction pour éviter l'angoisse, non? C'est une sorte de phobie en fait. Et cette angoisse peut être en relation avec des fantasmes spécifiques, non? Par exemple, on parle, il y a certains sujets qui parlent du vagin qui est denté, c'est-à-dire la peur de perdre leur pénis. Donc c'est la peur de castration, la peur de la pénétration, non? Donc la peur de perdre ce pénis, donc, qui peut apparaître. Donc c'est une peur bien évidemment qui ne va pas sentir ça, on va dire que c'est une manifestation consciente, mais qui vient de situations inconscientes. C'est-à-dire que le sujet, il peut sentir qu'il a peur, mais il ne sait pas pourquoi. Donc, et il y a aussi certains patients qui peuvent, Nabila, bonsoir, certains patients où on va voir qu'en fait, ils craignent aussi la castration et qu'en fait, mais que cette crainte à la castration va être déplacée. Donc, elle ne va pas être directement dans la relation sexuelle ou dans l'acte sexuel, sinon que, en fait, elle va être déplacée sur, par exemple, le sujet avoir peur de perdre sa femme, ou il va euh, avoir peur de perdre, en fait, peur de perdre. Donc, il peut avoir peur de perdre ses richesses, peur de perdre du pouvoir, peur de perdre ses amours, non? C'est-à-dire la peur de perdre, c'est cette même angoisse. Ensuite, donc, il y a une autre possibilité d'impuissance qui va être déterminée en fait par une hystérie. Une hystérie, c'est-à-dire c'est encore une peur angoissante, comme une peur angoissante fréquente à la fonction sexuelle directement, c'est-à-dire qu'il a peur de se retrouver dans une situation où, où il doit passer à l'acte, on va dire. Donc, il y a une peur angoissante. De la même manière qu'on peut utiliser, que le sujet peut utiliser donc un symptôme, puisque le symptôme c'est une défense, et qui peut utiliser la répugnance, donc qui est propre à l'hystérie. Donc il y a quelque chose qui le répugne et qui l'empêche de réaliser l'acte sexuel. Donc ensuite il y a l'impuissance obsessive. Alors l'impuissance obsessive, ben, c'est celle où, en fait, pour face à l'acte, face à la possibilité de la réalisation de l'acte sexuel, il y a l'hypersexualité représente également une forme d'impuissance. Qu'est-ce que ça veut dire l'hypersexualité, René? C'est quoi l'hypersexualité? Donc, pour l'impuissance obsessive, en fait, c'est, Faustine, bonsoir, euh, ce qui se passe, en fait, c'est que le sujet a besoin de réaliser des actes obsessifs, comme des sortes donc de prévention, non, contre
contre ce qui va se passer, hein. C'est-à-dire, encore une fois, comme une sorte de phobie, donc comme une protection pour éviter l'angoisse, hein, pour éviter l'angoisse. Donc il a besoin de réaliser certains actes obsessifs et par exemple, on va voir que c'est, ceux qui vont rentrer, aux toilettes en disant: «J'arrive tout de suite, je vais aux toilettes» et ils ont tellement d'actes à réaliser avant de pouvoir, être disponibles pour le rapport sexuel que quand ils sortent des toilettes, ben, leur partenaire s'est endormi. Dans le sens de ne penser qu'à ça. Ben, en général, oui, parce qu'il y a une impuissance, enfin, là on parle pas il y a pas vraiment d'impuissance, sinon que quand on parle justement d'éjaculation précoce, non? Quand on parle d'éjaculation précoce, on peut aussi parler, bon ça dépend des cas bien évidemment, mais il peut s'agir aussi d'en fait d'éjaculation tardive. C'est-à-dire que le sujet, il s'est excité avec, une autre femme et quand il se retrouve par exemple avec la sienne, eh ben, il va éjaculer rapidement parce qu'en fait, il est excité depuis, je ne sais pas combien de temps et donc quand il arrive, à l'acte, il ne peut plus se retenir et donc il éjacule rapidement, non? Donc ça, c'est, justement quand on ne pense qu'à ça, qu'on ne pense qu'à ça ou ou avec une autre femme ou avec la même. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous avec une femme, je suis super excitée, j'imagine la situation, j'imagine et je refais, non? Le film dans ma tête et donc quand j'arrive au moment de l'acte, eh ben, j'éjacule tout de suite puisqu'en fait, ça fait déjà plusieurs heures que je fais l'amour avec elle, non? Une sexualité excessive peut être, a voulu-t-il dire, une faim insatiable. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire que tout le désir est mis là, non? Que tout le désir du sujet est mis dans cette relation sexuelle, hein? Donc non, une faim insatiable, où la libido doit être distribuée. Mmh. Donc une faim insatiable, oui, il faut voir, le cas. Bon, alors on a vu l'hystérie, l'obsessive, l'angoisse et on va voir donc ce cas qui est, tout à fait intéressant, c'est-à-dire des hommes qui ont une fonction érectile tout à fait, quand on parle de frigidité pour la femme, on peut parler de ces sortes d'impuissance. Par exemple, quand une femme est fermée, refuse l'acte sexuel, donc c'est la frigidité, donc ce n'est pas comme l'impuissance, non? Ce n'est pas comme l'impuissance, la frigidité chez la femme, c'est quelque chose d'un peu différent que chez l'homme, non? Donc, on va voir qu'il y a des hommes donc qui ont une fonction érectile qui fonctionne tout à fait bien, mais encore une fois, que dans certains cas. C'est-à-dire, comment on explique qu'un homme n'arrive pas à jouir? Elisabeth demande. Donc ça, c'est une autre chose, d'accord? Parce que ne pas arriver à jouir, ce n'est pas toujours en relation donc avec l'érection. C'est-à-dire que l'érection, ça va être quelque chose qui va être indispensable pour la reproduction de l'espèce. D'accord? C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où tout est tourné sur le phallo, le phallus, l'érection, donc comme si tout le monde tournait autour de ça, alors que en fait l'homme a la possibilité de jouir sans érection. D'accord? C'est-à-dire que bien sûr que ce n'est pas, la seule et unique manière de jouir pour l'homme, que ce n'est pas, que l'éjaculation, non? Ou plutôt avec l'érection c'est nécessaire, mais que l'éjaculation c'est pas, la seule manière de jouissance. Donc, un homme qui n'arrive pas à jouir, on va voir que c'est quelque chose, c'est en relation donc avec la jouissance, non? C'est un sujet qui a, peut-être, on va dire, plus en relation avec la jouissance. Bon, donc on parle de ces hommes qui ont une fonction érectile tout à fait normale dans certaines conditions, donc où le partenaire doit remplir certaines conditions, hein. Et par contre, quand ces conditions, ben, ne sont pas présentes, eh ben, il se retrouve impuissant, hein. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ont besoin, comme on disait, de dégrader la femme pour pouvoir faire l'amour avec elle. Ce sont des sujets, ou des hommes plus particulièrement, et chez qui on observe ce phénomène, où en fait il y a une dissociation
des courants, on va dire des courants amoureux, non, des sentiments amoureux et du désir sexuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est le sujet qui est séparé. C'est-à-dire que il est impuissant face à la femme qu'il aime et il est impuissant face à la femme qu'il aime et il est puissant face à une autre femme, en fait, qu'il a dégradée. D'accord? Donc, et donc en général, ce sont des femmes ou d'autres sujets qui sont dégradés. Mais pour qui ils ont une intense attirance sexuelle, mais qui sont incapables de les aimer. D'accord? Donc, ce sont des sujets où c'est non, que l'amour est complètement séparé du sexuel. Ensuite, il y a une autre catégorie qui, en fait, peuvent être puissants, on va dire, peuvent être puissants uniquement avec des femmes qui, en fait, sont déjà engagées avec d'autres relations, hein, qui sont engagées, qui ont d'autres relations dans leur vie, ou une autre relation, des femmes mariées, on va dire. Donc il y a des hommes qui ne peuvent avoir d'érection dans une relation qu'avec des femmes mariées, c'est-à-dire quand l'objet de leur désir, on va dire d'une certaine façon, appartient à quelqu'un d'autre, hein, qui ne peut pas, alors appartient à quelqu'un d'autre, ça fait bizarre, mais c'est-à-dire qu'elle est la maman ou la putain, exactement, Béni. C'est-à-dire que avec la putain, ils sont puissants, par contre, avec la maman qu'ils aiment éperdument, et donc aimer le sujet et utilisation de l'objet. Comment, René? Aimer le sujet, utilisation de l'objet. Dans les deux cas, c'est un objet, non? Dans les deux cas, c'est un objet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut pas, non? Qu'il ne peut pas être, avoir d'érection, on va dire, non? Dans ce sens-là. Donc, on va dire que quand on parle de ce tiers lésé, c'est-à-dire que le sujet doit, pour être puissant, pour avoir une érection, il doit toujours être dans une position du tiers. En fait, se retrouver avec une femme. Alors, quand on va voir que ce n'est pas obligatoirement une femme mariée, mais ça peut être simplement une femme qui a un engagement où lui ne participe pas, il a un autre type d'engagement, donc qui fait que elle devient très attirante parce que il peut pas se l'approprier, il peut pas devenir sienne en fait, non, il peut pas devenir sienne. Donc c'est ça qui va l'attirer et on va voir que Freud il dit que par exemple il y a des femmes qui pour certains hommes n'ont jamais été attirantes, ils ne les ont jamais attirées. Par contre quand ils apprennent qu'elle va se fiancer, qu'elle va se marier, etc., alors du coup, ils commencent à la regarder, ils commencent à la trouver attirante. Donc, et en fait, ce qui est donc en jeu dans ce type de sujet, ce qui est en jeu dans ce type de sujet, c'est une question incestueuse. Hein, parce qu'en fait, cette femme qu'il désire, en fait, c'est la mère, non? C'est la mère. Non, c'est-à-dire que c'est la mère qui est avec le père. Donc lui, il est dans la position de l'enfant. Hein, il est dans la position de l'enfant, et c'est que dans cette situation de relation à trois où lui, il peut désirer la femme. Hein, c'est-à-dire qu'il désire la femme d'un autre homme. D'accord. Et donc ça, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. C'est assez fréquent de voir que, et donc c'est une certaine souffrance, on va dire, pour le sujet, puisqu'en fait ils ne peuvent pas faire l'amour avec, les femmes qu'ils aiment. Chez les homosexuels, non, ça peut être des choses similaires. Hein. Il peut y avoir, parce que plutôt l'interdit augmente le désir. Donc il y a par exemple, c'est pas exactement l'interdit, non, c'est pas l'interdit, sinon que c'est la répétition de cette situation incestueuse, de cette situation de l'enfance, où le petit garçon, il désirait énormément sa mère, en fait il désirait sa mère, mais que, c'est parce que pendant un certain temps, l'enfant, il va désirer sa mère et il va pas voir d'inconvénient avec la présence du père, non. D'ailleurs, des fois, donc, bon, il y a tout un sujet que Freud travaille quand il parle de la dégradation des relations amoureuses, où il fait référence un petit peu à ces situations-là, la dégradation dans le sens où c'est une dégradation de la relation dans le sens où en fait ce n'est pas une relation adulte, puisque c'est un enfant qui est
au lieu d'être avec une femme, il n'est pas avec une femme, il est avec sa mère, non? Donc obligatoirement, il va y avoir des troubles. Donc ensuite, on va parler d'une autre impuissance qui est en relation donc avec le dépressif. D'accord? Donc, par exemple, non? C'est-à-dire qu'il y a d'autres impuissances qui sont dans d'autres cadres cliniques, et par exemple la dépression. Donc, pour le dépressif, il y a et la situation du voyeurisme. Donc, la situation du voyeurisme, c'est aussi quelque chose, non, de l'enfance, non? Celui qui a effectivement que la seule chose, le voyeurisme, ou l'exhibitionniste, on va dire aussi, non, qu'ils ne peuvent avoir. Donc le voyeurisme, c'est une situation infantile, c'est quand le petit garçon il regardait les relations sexuelles de ses parents par le trou de la serrure, par exemple, non, ou l'exhibitionniste, c'est aussi une relation, non, c'est en relation directement avec la situation infantile où le petit garçon, ben, il se promenait, non, et il montrait son petit zizi à tout le monde, et il était fier, et il allait séduire, et il se présentait vis-à-vis de sa mère, non, avec son petit zizi, par exemple. Et donc, mais le problème, c'est que voyeurs et exhibitionnistes, en fait, nous sommes tous, parce que ce sont des choses qui ont touché, non, de la même façon qu'on continue à aimer sucer, de la même façon qu'il y a des jouissances de l'enfance qu'on maintient à l'âge adulte. Frédéric, bonsoir. C'est dû à quoi tout ça? Donc, et donc, toutes ces choses, ces manifestations de l'enfance qui vont se répéter donc chez l'adulte, le problème c'est que ben, il y a des sujets qui ne peuvent pas avoir d'érection si ce n'est dans une situation de voyeurisme. Donc c'est là où ils vont avoir leurs plus grandes excitations ou quand ils vont non, s'exhiber. Donc parce que tout ça, donc je répète, nous sommes tous exhibitionnistes, nous sommes tous voyeurs, mais chacun avec une dose, on va dire, qui fait partie de l'acte sexuel, non? Que ce sont... Parce que quand on parle de ce développement infantile, en fait, l'enfant, il va donc découvrir, non, tous ces différents types de satisfaction pendant l'enfance qui vont se maintenir chez l'adulte. Mais chez l'adulte, en fait, toutes ces satisfactions qui étaient indépendantes chez l'enfant vont ou devraient se regrouper pour permettre l'acte sexuel de comment on a parlé. L'excitation sexuelle, avec les préliminaires, on va dire, l'érection, l'éjaculation et l'orgasme. D'accord? C'est-à-dire que c'est non, un ensemble. Et pour que tout ça, ça fonctionne correctement, ben, il faut que toutes ces pulsions, on va dire pulsions partielles qui se sont développées pendant l'enfance, doivent se rassembler pour l'acte sexuel. Et quand en fait elles continuent à être indépendantes les unes des autres, donc par exemple dans l'exhibitionniste, elle est indépendante des autres, ben obligatoirement, sa sexualité est très limitée. Non? Donc, on parlait de l'impuissance donc chez le dépressif ou le déprimé, le dépressif. Donc, on va dire qu'évidemment, chez le dépressif, ben, toutes ses fonctions en général sont inhibées. D'accord? Le déprimé, l'inhibition, les fonctions, ces fonctions touchent, ou l'inhibition touche toutes ces fonctions. Hein, et donc, par miel, bien évidemment, la partie génitale. Non? Donc il y a un certain appauvrissement libidinal dans le sens où la libido est tout dans le moi. D'accord? Donc il n'y a pas de libido pour... puisque la libido, en fait, elle est fixée, non? Elle est en relation avec l'objet perdu. Donc, en fait, le sujet va souffrir d'une anesthésie somatique. D'accord? Donc, en fait, sa fonction érectile est complètement anesthésiée. Comme s'il n'avait pas de corps. En fait, directement, comme s'il n'avait pas de corps, hein, ou qu'il ne puisse pas en jouir. Il ne peut pas jouir de ce corps, puisque tout est mental, non? Tout est mental en lui, donc le corps, ben, il ne l'utilise plus. Non? Et la position donc de ce sujet dépressif, c'est qu'en fait, il demande de l'affection des autres, il réclame l'affection des autres, mais il va rejeter les caresses et il va rejeter le contact sexuel. Non? Or, ce qui va avoir aussi d'intéressant, c'est que tous ces différents types d'impuissance, en fait, elles ne s'excluent pas entre elles. C'est-à-dire que face à une impuissance, ben, il va falloir évidemment écouter le sujet pour écouter de quelle position psychique il s'agit qui provoque l'impuissance. Parce qu'en fait, comme elles ne s'excluent pas entre elles, qu'elles peuvent coexister
différentes causes peuvent coexister chez le sujet, donc il va falloir, on va dire, pouvoir interpréter ces différentes situations pour voir d'où vient, quelle est la position du sujet qui provoque cette impuissance. D'accord? Alors, il y a une autre chose qui va être très intéressante aussi, parce que quand on parle d'impuissance, on ne parle pas d'une impuissance tout seul, c'est-à-dire que il n'y a pas de... non, que c'est toujours, on va dire que cette impuissance, en fait, elle est toujours dédicacée, elle est toujours pour quelqu'un, donc c'est toujours le partenaire, en fait, il est toujours en jeu, d'une façon ou d'une autre, non? Parce que c'est-à-dire que c'est une offrande pour emmerder l'autre, pour ne pas donner la satisfaction pour l'autre. C'est-à-dire que le destinataire est impliqué dans la situation. Non pas que lui, il participe à cette impuissance, mais que la relation, c'est dans la relation où en fait cette impuissance est en jeu. Non? C'est-à-dire que c'est pour la partenaire qu'il va être, non, qu'il va être puissant. C'est pour la partenaire qu'il va y avoir une érection. Donc de la même façon, on peut penser qu'il n'y a pas d'érection pour la partenaire. Non? Et alors dans cette, la situation donc, chez l'homme qui est importante aussi, c'est que donc, l'homme il souffre beaucoup plus de l'impuissance que la femme de la frigidité. D'accord? Et on va voir que il souffre beaucoup plus, l'homme souffre beaucoup plus de l'impuissance masculine parce que quand il n'y a pas d'érection, en fait, il n'y a pas de jouissance. D'accord? Donc l'éjaculation ne parle pas exclusivement de la jouissance, c'est-à-dire qu'il y a jouissance au-delà de l'éjaculation, mais que l'érection est indispensable pour qu'il y ait jouissance. Ce qui n'est pas le cas dans la frigidité, parce que dans la frigidité, il y a une satisfaction. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a on va dire que la femme, non, dans cette relation, donc avec cette frigidité, elle jouit, mais elle jouit en une autre position, c'est-à-dire qu'elle ne jouit pas comme position active, sinon qu'elle jouit en position d'objet. Hein. C'est-à-dire qu'elle va jouir de la jouissance du partenaire, de la jouissance de l'autre. Donc elle peut ne pas avoir de jouissance active, de sa propre jouissance, puisqu'elle va jouir avec la jouissance de l'autre. Par contre, dans le cas de l'homme, la perte de jouissance active est la perte de jouissance, directement. C'est pour ça que l'impuissance chez l'homme est beaucoup moins tolérée que la frigidité chez la femme. Et que cette impuissance, parce que bien sûr quand on parle de cette impuissance hystérique, cette impuissance obsessive, cette impuissance face à l'angoisse, etc., en fait ce sont des impuissances qui se manifestent donc dans la sphère génitale, dans ces relations sexuelles, mais qui va bien évidemment être accompagnée d'impuissance, d'impossibilité dans son activité, dans la vie, sur d'autres points dans la vie où il va se retrouver aussi impuissant dans certaines situations, dans le travail, dans l'amour ou dans d'autres choses où en fait il devient impuissant, il ne peut pas. Il ne peut pas, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne peut pas être en position active, il ne peut pas réaliser. Et donc il va souffrir de ça, d'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui sur l'impuissance masculine. D'accord? Donc on pourrait s'étendre. Donc il y a d'autres types de dysfonctions de dysfonction chez l'homme, non? L'homme va aussi souffrir d'éjaculation précoce. Donc l'homme va aussi souffrir d'éjaculation précoce et que, pour la femme, il y a d'autres types de symptômes, on va dire, pour les troubles d'une bonne relation sexuelle, on va dire, pour avoir une satisfaction dans la relation sexuelle. Non, il y a d'autres choses, donc évidemment de position psychique où le sujet n'a pas la possibilité d'être donc très bien Delphine, beaucoup plus clair pour vous sur tout ça. Donc c'est toujours donc la position du sujet, donc quand c'est la petite fille, le petit garçon qui
se retrouve dans une situation où en fait, le petit garçon, la petite fille auraient dû disparaître, mais ils sont toujours là et donc le partenaire, ce n'est pas vraiment ni une femme ni un homme, sinon que ce sont en fait les personnages de la vie infantile du sujet, hein, qui fait que bien évidemment, donc il va y avoir des troubles et un manque de satisfaction dans les relations sexuelles. Et un manque de satisfaction dans les relations sexuelles, et ça va se manifester aussi, pas parce qu'il y a un manque de satisfaction dans la sexualité, sinon par cette incapacité d'obtenir de la satisfaction dans les relations, dans les rapports sexuels, il va aussi y avoir des insatisfactions dans d'autres circonstances de la vie, bien évidemment. Donc l'un ne va pas sans l'autre, on va dire qu'ils se donnent la main avec différentes situations. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc cette impuissance masculine, donc, qui est un sujet très intéressant, parce qu'on va voir que, en fait, quand il y a des difficultés, quand le sujet a des difficultés pour avoir une bonne relation sexuelle, on ne parle jamais d'impuissance féminine, dans le sens où elle aurait du mal à jouir. Question saugrenue, il me semble. Non, mais ça, c'est une relation donc avec la jouissance, Fabienne. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est autre chose, donc c'est pas l'impuissance, non, sinon que c'est la relation de la femme avec la jouissance. Delphine dit, on dit souvent que la femme veut être amoureuse pour avoir une relation sexuelle, au contraire de l'homme, pas trop d'accord. Que la femme, si, que peut-être que... Mais de toute façon, tous ces symptômes, non, que ne sont pas exclusifs, on va dire, de l'homme, non, que ce n'est pas quelque chose, euh, le tiers lésé, c'est quelque chose qui est plus fréquent chez l'homme, mais c'est quelque chose qui existe aussi chez la femme. Que la femme, elle a une tendance à s'occuper plus de l'amour, on va dire, que l'homme, non? Que la femme cherche l'amour, la femme est amoureuse de l'amour. Donc elle a c'est un inconvénient, donc encore une fois, pour développer sa sexualité, ou sa génitalité, on va dire, génitalité, parce que elle est géniale. Donc, ah bon, avec mes copines, c'est le sujet principal. De quoi? De quoi? L'amour ou le sexe? Donc, parce qu'après, il faut voir comment on parle de sexualité, non? Parce qu'on pense que parler de sexualité, c'est, je ne sais pas ce qu'on pense, mais que pouvoir parler de sexualité, en fait, c'est pouvoir parler principalement avec son partenaire, non? Avec son partenaire, de pouvoir parler, de faire référence. Donc, pourquoi? Pour obtenir une meilleure satisfaction, bien évidemment. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on a des difficultés pour avoir une satisfaction dans nos rapports sexuels, c'est qu'on a aussi une difficulté d'avoir des satisfactions dans notre vie quotidienne, non? Quel que soit, même si on n'est pas complètement... merci à vous Sylvie, donc même si on n'est pas complètement ni impuissant ni frigide, non? Que l'être humain a la possibilité d'avoir des relations très satisfaisantes sexuellement, et donc qu'elles font référence, on va dire, à sa position psychique. Donc, pourquoi vous dites pourquoi? Mais dites-moi pourquoi? Pourquoi Sylvie? Pourquoi? Donc, et pouvoir parler du sexuel, c'est quelque chose qui est très important, d'accord? De pouvoir parler avec, je répondais à Louise, oui. Donc, de pouvoir de pouvoir parler de nos relations sexuelles, de pouvoir parler pendant l'acte sexuel, non? Quand on voit la majorité des relations sexuelles se font en silence, comme si on était des animaux, vas-y, je te prends là, non, donc on va dire, alors que nous sommes des êtres humains et que même pendant l'acte sexuel, nous allons parler et que justement les mots peuvent faire partie de l'augmentation de l'excitation de pouvoir parler pendant l'acte sexuel. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire que ce qu'on nous montre dans les films, à la télévision, c'est la femme est-elle plus intéressée par l'amour? La femme, oui, la femme, elle est plus intéressée par l'amour parce qu'elle est. Pourquoi la femme est plus intéressée par l'amour? On va dire, là comme maintenant, parce qu'elle l'idéalise, non? La femme, elle idéalise plus facilement l'amour et qu'elle pense que l'amour va couvrir tout son manque, tous ses manques, non?
Mais je répondrai plus précisément la prochaine fois, Sylvie. D'accord? Parce que là, il n'y a rien qui vient. Donc, mais je ne sais pas si elle est plus intéressée par l'amour, sinon qu'elle est plus intéressée, si elle est amoureuse de l'amour. La femme est amoureuse de l'amour. Hein, que très souvent on voit qu'elle ne sait pas qu'elle est intéressée par l'homme ou avec le partenaire avec qui elle est, sinon qu'elle est intéressée par cet amour qu'il y a en elle, non par cette relation d'amour qu'il y a entre eux, mais que lui, en fait, le plus important pour elle, c'est cet amour, c'est pas l'autre. Les femmes en parlent entre elles, mais peu avec l'homme. On pourrait inventer un théâtre du sexe, mettre en parole. Mettre en parole, mais il faudrait voir qu'est-ce qu'on mettrait en parole, parce qu'il faut déjà apprendre aussi à en parler, non? Parce que parler, qu'est-ce que ça veut dire? Parler pendant nos relations sexuelles. Parler de quoi? C'est pas avoir des conversations. Sinon, c'est mettre des mots pour nous exciter davantage, on va dire, non? Dans ce sens-là, non? Mais donc, bon, et bonne continuation. Donc, nous, on est moins cérébral. Éducation sociale. Mais je ne sais pas si c'est l'éducation sociale, parce que la répression, elle existe. Quand on parle d'éducation, qui est-ce qui va faire l'éducation, René? Non, parce que la répression, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas d'éducateurs qui ne soient pas réprimés. Les éducateurs aussi sont réprimés, donc ils ne peuvent pas transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas, hein, qui ne se sont pas libérés eux-mêmes. Ou sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lire le livre. Ça, c'est de l'enseignement vide. Non? L'enseignement de la sexualité à l'école, ça devrait être un enseignement d'une personne qui, on va dire, qui est libérée sexuellement, qui a la satisfaction dans sa vie sexuelle. Non, parce que sinon, qu'est-ce qu'elle va transmettre? Des mots pimentés, dit Louise, donc dans la relation sociale, par exemple, dans la relation sexuelle, et dans la relation sociale aussi, pourquoi pas. Bon, alors on continue mardi prochain, d'accord? Donc merci encore une fois pour nous accompagner parce que la femme change d'objet pour retrouver l'amour. La femme peut changer d'objet pour retrouver l'amour, non? Parce que ce qu'elle cherche, c'est l'amour. Ce que je veux dire, c'est qu'on va voir que la femme, quand elle tombe amoureuse, on voit qu'elle est amoureuse de l'amour, pas de l'autre. Mais bon, chaque cas est à étudier, particulier, d'accord? On ne peut pas généraliser. Il n'y a pas une femme, femme, uniquement femme. Il n'y a pas un homme, homme, uniquement homme. Sinon que nous sommes non? Différentes. Nous avons une sexualité très complexe. Et donc, nous ne pouvons pas l'emprisonner dans des définitions. Lui parler de ses fantasmes en même temps. Exactement, par exemple, Delphine. Alors, merci à vous, bonne continuation, on continue. Merci Fabienne, on continue donc mardi prochain, en espérant que tout se passe un petit peu mieux qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'il y a des difficultés encore de connexion. Donc, où est-ce que je suis? Donc ici, je ne suis pas, Carlos. Merci, bonne soirée, Sylvie, au revoir. Donc, alors attendez, je ne sais plus où je dois couper. Ah bah voilà, c'est ici. Bonsoir Michel, au revoir Louise, Martine, au revoir, bonne continuation. Et donc ici nous sommes, donc bonne continuation et à la semaine prochaine, donc au même endroit. Karine, merci d'avoir abordé ce thème ce soir, je vous en prie. Donc au même rendez-vous, à la même heure. Merci Aurélie et Jean-Loup, bonsoir, bonne continuation. Rendez-vous mardi prochain au même endroit et à la même heure. Au revoir Sonia et à mardi. Ok Claudette, bonsoir René. D'ailleurs, Lacan disait que la relation sexuelle n'existe pas parce qu'elle laisse pas de traces. Une relation sexuelle ne doit pas laisser de traces. Mais bon, ça c'est une autre chose. Et Solena, merci à vous. Merci beaucoup à vous et bonne continuation donc et à la semaine prochaine. Au revoir.